Bonjour, ici David Lévesque, YouTuber ayant pour chaîne YouTube David L et également David Lévesque Supra. À présent, il me fait plaisir et également honneur de recevoir Michel Labrèche, auteur et conférencier. Alors, bonsoir, Monsieur Labrèche. Bonsoir. Donc, ça me fait plaisir de vous recevoir pour parler de vos livres, notamment du livre que vous avez sorti récemment, qui s'intitule Les pouvoirs de la magicienne. Oui, effectivement, les pouvoirs de la magicienne, d'ailleurs, le sous-titre, c'est Ou le livre des livres. Et le pouvoir de la magicienne, on appelle ça magie, espace, sienne, S-I-E-N-N-E, c'est-à-dire notre magie intérieure. Et puis, donc, les gens, quand ils vont écouter le titre, ils vont dire les pouvoirs de la magicienne, ils vont penser que c'est une magicienne dans le monde standard traditionnel, alors que dans le fond, c'est la magicienne, donc c'est notre propre magie. Et ou le livre des livres, ça, c'est encore là, j'ai écrit le livre des livres comme Délivrez-nous du mal. Mhm. Et il y a des gens qui vont penser que ça s'écrit en deux mots, comme le livre des livres, qui en voulant dire c'est le super livre à lire. Et effectivement, moi, quand j'en fais la promotion, je dis que c'est en fait c'est l'encyclopédie de la conscience, parce que ce n'est pas un simple livre, c'est un ouvrage d'environ 2400 pages. Il y a 8 tomes de 300 pages. Ça, c'est dans le format papier qui a été sorti. C'est également disponible sur l'Internet avec e-book, Amazon, etc. Et donc, là, à ce moment-là, il y a 22 livres d'environ 100 pages pour couvrir la même matière. Puis c'est beaucoup plus abordable parce que dans mon édition de base, elle était à vendre à 400 par édition parce que c'est comme 8 volumes à 50 dollars. C'est du très beau papier avec reliure, couleur embossée, gold, etc. Et pour le rendre plus abordable, c'est 9,95 sur l'Internet par livre. Puis le premier livre, il est gratuit, donc quelqu'un peut consulter la table des matières, peut voir l'approche de l'auteur. Puis si c'est le sujet de la façon qu'il est traité semble intéressant pour le lecteur, ben, il peut se le procurer électroniquement. Puis si éventuellement il veut une copie papier, ben, c'est faisable aussi. Les coordonnées là, sont tous sur l'Internet, là, sur le site Internet de la magicienne. Oui, donc le site lamagicienne.com. Donc, pour les gens qui, suite à l'écoute de l'enregistrement, voudront se procurer le livre, donc ils pourront aller là. D'ailleurs, je vais mettre le lien pour accéder à votre site web en bas de cet enregistrement audio. Donc, on vient de mettre la table par rapport à votre livre et c'est sûr que à son égard, l'une des questions qui me vient en tête en premier, c'est de savoir d'où vous est venue l'idée d'écrire ce livre qui est colossal. En fait, c'est pas une simple idée, c'est plutôt une œuvre que j'ai cogité pendant plusieurs années. J'ai fait un premier livre en 1994 qui s'appelait Le statut de la liberté. Je Mhm. suis spécialiste dans les jeux de mots. Au lieu de la statue de la liberté, je me demandais qu'est-ce qui pouvait symboliser et représenter donc l'épanouissement de l'être humain. Mais on va dire, on va statuer c'est quoi la liberté. Et ça, c'était un petit livre format 6,9, 6 pouces par 9 pouces, là, 200 pages environ. C'était un ouvrage qui était quand même restreint. Et là, 20 ans plus tard, il m'est arrivé toutes sortes d'expériences par ma compréhension. Puis, à force de scruter, j'ai développé des modèles de pensée, si on veut, des modèles de notions de vie. Et ma vision est tellement unique et simple à la fois que je me suis fait le mandat d'écrire un livre pour codifier tout ça. Donc, c'est un livre qui codifie la conscience. Et ceux qui ont eu donc la faculté de le lire m'ont fait des commentaires assez élogieux, mais ça, je vous laisse faire vous-même votre propre juge. Mais tous m'ont dit que la vision holographique que j'ai est vraiment unique de traiter tous les sujets que j'aborde du début à la fin. Donc, l'apparition de l'univers, donc la notion de divinité, ensuite, donc l'apparition de la vie, la formation des planètes, les systèmes solaires, puis l'élaboration de l'être humain sur la Terre, la descente des âmes dans la matière, l'incarnation, puis
le développement de l'ego alternatif à l'incarnation dans la matière, qui nous donne des maux de tête, effectivement, parce que l'ego, c'est comme un sous-produit et un résultat, donc, des âmes qui sont emprisonnées dans la matière, qui doivent apprendre par expérience pour s'auto-corriger et devenir donc vibrantes pour laisser passer les principes de vie qui sont les principes de la volonté, l'intelligence et l'amour. Alors, le principe qui est le plus difficile à saisir, c'est celui de la volonté, parce que quand on est sur Terre, les gens qui ont une volonté réelle sont assez rares, vont bénéficier de... Ben justement, comment définiriez-vous la volonté réelle? La volonté réelle, c'est la volonté d'appliquer l'intelligence qui nous nourrit et qui nous fait donc déborder de créativité. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire va automatiquement être créatif et être positif ou bon, entre guillemets, pour l'individu ou le genre humain. Ce qui est intelligent, c'est-à-dire qu'il y a une séquence, un ordre séquentiel où il y a des événements qui sont mis un à la suite de l'autre, qui sont très organisés. Mais on peut être intelligent et ne pas faire des choses intelligentes. Parce que si l'intelligence est au service de l'ego, à ce moment-là, l'ego va s'approprier l'intelligence et il va faire des choses qui vont servir l'ego et de façon égocentrique, mais au bout de la ligne, il n'y aura pas de bénéfice à long terme, il n'y aura pas de bénéfice partagé avec les autres personnes de la même société, etc. Oui, dans le sens que ça serait une intelligence qui est utilisée pour un profit égoïste à l'encontre d'une forme d'humanisme. C'est ça. Parce que si on fait quelque chose qui semble intelligent et qui ne l'est pas, automatiquement, l'ego qui s'est approprié cette intelligence-là va faire quelque chose qui est voué à l'échec et dans un sens créatif collectif. OK. Pouvez-vous donner un petit peu plus d'explications? Ben, je sais pas, moi, exemple, des gens qui vont travailler pour vivre, il faut pas vivre pour travailler. Il y a des gens qui vont amasser des fortunes colossales, puis dans la mythologie, on avait Midas, le roi qui, tout ce qui touchait, ça se transformait en or. Il y a des gens qui ont beaucoup le sens de la propriété. Et si on focus juste là-dessus, ben, ce qui se passe, c'est qu'on peut s'approprier beaucoup de biens, mais finalement, il y a un certain taux de base qu'on a besoin. Puis le superflu, c'est pas nécessaire d'avoir. Je disais que quelqu'un avait, je pense, une cinquantaine de voitures récemment là, dans un média. On ne peut pas conduire 50 voitures en même temps, donc on peut peut-être en avoir deux, trois, là, si on veut une version sport ou une version écologique. Mais à un moment donné, l'ego, lui, il n'a pas de fin et il veut toujours donc grossir. C'est un peu comme la grenouille et le bœuf. Oui, exactement. Les désirs de l'ego sont sans fin. Puis c'est sûr que si on en regarde les multinationales qui, dans certains cas, sont très riches et cherchent beaucoup le profit, par contre, ils occasionnent une pollution très grande. Oui, c'est parce que les multinationales, c'est la façon dont ça marche, c'est un système capitaliste. Il y a des actionnaires, les actionnaires investissent, il y a des recherches et développements. Ils veulent créer donc un essor et puis un bien-être officiellement pour le genre humain, donc en ayant un meilleur taux de confort avec des nouveaux gadgets, des nouvelles voitures plus performantes, des meubles plus design. Il y a beaucoup de choses qui nous sont mis dans la main, mis dans la bouche, des concepts tendances, les couleurs de l'année sont déjà décidées d'avance, puis la masse va suivre tout ce qui va être proposé. Et finalement, ben, on est un peu comme des moutons là, qui sont menés au pâturage. Mais c'est évident qu'on ne bénéficie pas d'une volonté réelle parce qu'on est sollicité au niveau de nos désirs de façon tellement forte qu'on succombe souvent aux désirs. Mhm. D'ailleurs, il y avait un dicton que j'ai lu dans un restaurant, c'était Oscar Wilde, qui disait la seule façon de succomber à une tentation est finalement de succomber
Donc, de céder à une tentation, c'est de succomber. Donc, c'est évident que si quelque chose nous tente, on a le désir de, il y a des besoins réels, ça c'est une chose, puis il y a des désirs créatifs, c'est une autre chose, puis il y a des désirs qui sont totalement superflus. Et la société de consommation, je ne suis pas le seul à le dire, force vers une surconsommation, une surabondance qui fait qu'il y a des gens qui sont malheureux, même s'ils en ont beaucoup, et il y a des gens qui réussissent dans les cités de la joie à trouver un bonheur malgré peu de fortune parce qu'ils vont compter sur les vraies choses. Alors, on est dans une société là, où la promotion de l'individualiste, de l'ego est à son paroxysme et fait en sorte que les gens sont individualisés et on devrait normalement être de plus en plus être en connexion et en contact parce qu'on est dans le siècle de l'informatisation, de la publication des médias. Puis les gens sont de plus en plus psychologiquement et même psychiquement indépendantisés, c'est-à-dire qu'ils sont isolés psychiquement eux-mêmes et on voit de plus en plus de dépression, de folie et de gens qui ont des malaises intérieurs de vivre dans des sociétés qui ne sont pas axées sur le déploiement de nos ressources personnelles et l'épanouissement de notre être. Et justement, par rapport à ça, est-ce que votre livre, par rapport au pouvoir de la magicienne, offre une alternative à la société présente? Effectivement, ce que ça fait, c'est que ça fait un résumé de la situation actuelle, globale, individuelle et sociétale. Et ça explique comment fonctionne le système de la pensée. J'aborde la psychologie traditionnelle avec l'ego, naturellement, mais j'abonde dans le sens de la pensée. Et le mécanisme de la pensée humaine est très, très, très mal connu. Il y a des choses que les gens liront quand ils liront mon livre, mais quand il y a de l'activité cérébrale à l'intérieur de la tête de quelqu'un, ce qui se passe, et souvent ce qui est construit comme une pensée, une idée, etc., n'est pas nécessairement le fruit de la connexion entre l'individu et sa surconscience, c'est-à-dire son surmoi ou sa conscience divine, si on veut. Il y a beaucoup de paresse d'âge. Le parallèle que je fais, c'est dans les ordinateurs. Il y a ce qu'on appelle des spyware, il y a ce qu'on appelle des bugs informatiques. Il y a beaucoup de choses qui sont comme des parasites de contamination. Mais le plan humain est également contaminable par des pensées qui ne viennent pas de nous. Et là, la question à 1000 $, c'est si la pensée ne vient pas de nous, elle vient d'où? Et Exactement. là, Ouais. et là, c'est ça qu'il faut avoir une ouverture d'esprit sur les mondes parallèles, sur les mondes qui ne sont pas visibles, mais qui sont réels. On a tendance à dire en science que tout ce qui existe, c'est ce qui est palpable et en tout cas, ce qui est visible pour nous autres les humains, c'est à partir de l'infrarouge à l'ultraviolet. Mais pourtant, on sait qu'il y a des mondes de réalité, les ondes alpha, bêta, gamma, les rayons X, ça existe, mais les fréquences sont soit trop basses ou trop élevées pour qu'on puisse être capable de les capter. Alors, il y a des sifflets qui existent pour les chiens, la jante canine, qui va vibrer, je pense, c'est 50 000 MHz, et le chien, lui, va capter à cause de son ouïe qui est faite de façon spéciale, mais l'humain, lui, ne l'entendra pas. Donc, c'est évident qu'il y a des mondes de réalité qu'on n'a pas des sens développés pour être en contact, et c'est pour ça qu'en surconscience, éventuellement, on va être capable de connecter avec notre moi intérieur, mais connecter avec notre personnalité réelle qui est sur un autre plan d'énergie, qui est un plan réel, mais qui n'est pas physique. Parce que c'est très simple à constater. Les gens qui ont des allégeances religieuses vont souvent être obligés de conceptualiser un principe d'éternité en quelque part, parce que souvent dans les monologues des humoristes, on va dire au début, il n'y avait rien. Mais au début, il n'y avait rien. S'il n'y avait rien, il ne peut même pas avoir de début, parce qu'un début, c'est quelque chose. Exact, c'est Alors, pas logique.
Donc, il y a toujours eu quelque chose, mais qui, à un moment donné, n'avait pas de consistance réelle, physique, basée sur notre mode de perception en 3 dimensions. Alors, c'est sûr que ça, c'est le plus grand secret des mystères, c'est la divinité, ce que les gens appellent Dieu, Yahvé, Allah, etc. C'est toute la même, c'est le même essai de définir l'indéfinissable, parce que nous autres, étant pris dans la matière, on est limité avec nos sens et même on a un mode de pensée, mais on peut faire des projections, on peut faire des spéculations, mais c'est sûr qu'à un moment donné, même si la science va s'élaborer dans les prochaines années à un rythme fulgurant, plus on va en connaître, moins on va en savoir, parce que plus on va se rendre compte de l'immensité de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Oui, et c'est paradoxal dans le sens que plus qu'on se développe au niveau de l'intellect et plus qu'on sait rien. Oui, mais Jean Gabin avait dit d'ailleurs, je sais que je ne sais rien, mais sur moi je le sais, puis l'important c'est la rose. J'abonde dans ce sens-là parce que c'est évident que plus on va dans l'infinité de la petitesse de la matière, là on parle des guanons, des leptons, des bosons. Il y a plein de noms donnés à des particules, des tachyons, des particules qui existent pendant des millifractionnèmes de secondes et qui auraient la capacité de se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Alors, c'est sûr, certain que plus on essaie de comprendre, plus, si on le comprend au niveau intellectuel de la science, on va être capable de faire certaines choses à certains niveaux, mais à un moment donné, on va être dépassé par nos découvertes. Mhm. Puis on parle des champs électromagnétiques, on parle de l'énergie libre, on parle de plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert des choses et que ça n'a pas vu le grand jour parce que c'est pas le temps, puis parce que la société actuelle est basée donc sur la consommation de l'énergie. Nikola Tesla, lui, qui est mort en 1947, il avait découvert beaucoup de choses par rapport aux champs électriques et les champs électromagnétiques. Mhm. Si on prend pour acquis qu'un principe de physique de base, la règle de la main droite, on prend l'index, le pouce puis le majeur, puis on fait comme si on pointait, puis on a les 3 axes X, Y, Z. C'est bien évident que si on fait passer un courant électrique dans une résistance qui est solide, ça va engendrer un champ magnétique. Et qu'est-ce qui me fait penser à ça? Bien, c'est simplement la Terre qui tourne autour du Soleil et que le système solaire se déplace dans l'univers. Donc, la Terre peut être considérée comme une énorme résistance et le fait qu'elle tourne autour du Soleil, ça peut être un peu comme le courant électrique. Puis le champ magnétique qui est développé autour, on sait tous qu'il y a la ceinture de Van Allen, euh, il y a les forces de Coriolis, il y a beaucoup de choses qui se, qui se manifestent donc, dans la gravité humaine, mais de la Terre. Mais c'est évident qu'il y a des gens qui, malheureusement, ont découvert des choses et c'était tellement avant-gardiste que si on ne pouvait pas avoir une espèce d'étiquette mise avec une consommation, avec un appareil à mesurer, donc la quantité de consommation, bien, c'est sûr que les grandes multinationales, eux autres, ne sont pas vraiment intéressés. Ils vont vouloir qu'on épuise le pétrole au complet. Après ça, ça va être l'électricité. Puis quand il n'y aura plus d'électricité, bien là, ça va être les moteurs à eau, les moteurs à hydrogène, les champs électromagnétiques. Il y a beaucoup de choses et il doit exister de toute façon dans l'univers des forces primordiales que lorsqu'on est capable de les harnasser, euh, pas nécessairement par une technologie de pointe, mais plutôt par une volonté totale qui s'applique pour donner une direction à une énergie. À ce moment-là, quand on donne une intention et une direction, on peut maîtriser l'énergie à certains niveaux. Nous autres, on le fait à un très faible niveau, mais un jour, l'être humain va être appelé à être très grand dans sa noblesse d'esprit et pour ça, il doit se décontaminer de son propre ego qui, justement, vient pirater au niveau des désirs inconscients la volonté réelle qu'il pourrait avoir, donc, d'avoir une société épanouissante et florissante.
Et pour ça, ben, il faut être capable de comprendre la vie. Il faut être capable de bien la réussir. Donc, dans la tradition psychologique, avoir un foyer, un couple, une descendance, un travail, etc., oui. Mais de plus en plus, ça va tellement vite que c'est difficile pour certaines personnes à suivre. Et les personnes qui sont les plus âgées, les premiers, les jeunes sont trempés là-dedans, donc eux autres sont habitués au changement. Parce qu'il y a, comme disent certaines personnes, il y a des postes, des jobs qui, dans 20 ans, n'existent pas aujourd'hui et qui seront créés à cause que l'accélération de l'informatique va engendrer des percées au niveau scientifique dans certains domaines. Puis, il y a des choses qu'on va voir euh, d'ici la fin de ce siècle qui vont faire en sorte qu'on va subir une accélération totale de la capacité de l'être humain de vivre réellement. Donc, Mais autrement dit, ce que vous dites, c'est que s'il y a une augmentation des gens qui vont vivre réellement, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont se conscientiser. oui, de plus, la conscience, par exemple, c'est pas pour tout le monde. OK? Le hic, c'est que mon livre, au début, je voulais appeler ça La conscience pour les nuls. Il y a une série de livres qui ont été faits de Oui. cette façon-là. Puis finalement, après avoir analysé, j'ai dit finalement, la conscience, c'est pas pour les nuls. Dans le sens que on peut être néophyte dans quelque chose, on peut s'intéresser. Mon livre, mon encyclopédie, couvre vraiment un éventail. Là, je relate environ 200 livres euh, des best-sellers qui vont, je ne sais pas moi, Le Prophète de Khalil Gibran, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, Le jeu de la vie et comment le jouer, La vie impersonnelle, Les catastrophes Toltec. Il y a beaucoup de livres qui ont été faits, Conversation avec Dieu, Le guerrier du Pacifique. Il y a beaucoup de livres qui ont été Mhm. faits qui sont bien et qui prennent la personne d'un point puis l'amènent à un autre point. Mais à un certain moment donné, à un certain niveau, les livres ont de la difficulté à dépasser un certain niveau de réalité. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans leur quête du spirituel, puis finalement, ils referment leur livre personnel en disant j'ai réussi à trouver qu'il n'y avait rien à trouver, fait que finalement, je vais mettre ça de côté. C'est un temps d'arrêt qui est nécessaire, mais la conscience réelle, ça existe. Et on peut être capable d'aller dans la supraconscience. La supraconscience, il y avait Aurobindo, Rudolf Steiner. Il y avait beaucoup de gens qui ont écrit sur la supraconscience. Il y a eu le supramental Mhm. avec Bernard de Montréal, qui était un grand initié, selon moi. Et il y a beaucoup de son matériel qui est disponible sur l'Internet. Mais c'est évident que lui-même a subi une initiation et a été obligé de dompter des forces qui ne sont pas facilement domptables. On dit que, exemple, l'argent corrompt et le pouvoir de l'argent, c'est difficile à maîtriser. Il y a d'autres forces qui sont encore plus fortes, qui sont encore plus difficiles à maîtriser parce que lorsqu'on les a, ben, on peut se faire dominer par ces forces-là. Donc, c'est pour ça que la magicienne, il faut que la magie, elle nous appartienne, elle soit nôtre, elle soit sous notre contrôle et qu'elle nous fasse faire les choses qui sont créatives. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont trop, comment pourrais-je dire, euh, ils ne sont pas assez avertis de. Il y a toutes sortes de pièges qui peuvent se passer dans la vie. Il y a Mhm. toutes sortes de tests qu'on peut avoir. Et il faut vraiment être sur ses gardes, en général, parce que c'est sûr que si on regarde dans l'histoire, les simples fables de La Fontaine, là, ben, le renard et le corbeau, disons qu'il y a beaucoup de renards qui veulent le fromage du corbeau. Et lorsque le corbeau a ouvert le bec puis a perdu son fromage, ben, le renard, il court puis il est parti. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des pièges dans la spiritualité. Euh, je fais une différence entre la conscience et la spiritualité. La spiritualité, c'est d'avoir une ouverture pour les mondes invisibles, si on veut, Mhm. incluant la divinité. La conscience, c'est plutôt euh, avoir accès à un monde qui va nous informer
et que peu à peu, on va apprendre à mater, mais on ne devra pas être naïf dans notre spiritualité parce que la naïveté peut faire en sorte qu'à un moment donné, on est trop bon. Et si on est trop bon, ben, il y a des gens qui peuvent profiter de notre bonté. Et il est bon d'être bon. Je vais me répéter, je vais faire un pléonasme vicieux. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est réellement, totalement volontaire, avec une intelligence saine et un amour réel, on va faire des choses qui vont passer par nous, qui vont nous nourrir et qui vont nourrir les autres autour de nous. Et puis moi, ben, c'est ce que j'essaie de faire. Il y a beaucoup d'informations qui existent actuellement sur l'Internet. On ne peut pas tout gober, tout ce qu'il y a. Premièrement, parce qu'il y a de la désinformation. Deuxièmement, parce qu'il y a tellement d'informations qu'on n'est pas fait pour supporter toute cette information-là en même temps. Donc, il faut cibler et être sélectif. Souvent, il y a des gens qui doivent avoir frappé le fond du baril pour être capable de rebondir et d'aller plus loin. Et souvent, ces gens-là, ben, c'est dans la force de se relever qu'on peut voir la vraie valeur de quelqu'un. Et est-ce que vous appliqueriez le même raisonnement par rapport à une civilisation, c'est-à-dire à... Naturellement, c'est sûr. Mais premièrement, la civilisation qu'on a actuellement, elle est tellement multidiversifiée que c'est difficile d'avoir quelque chose d'unifié. Ça, c'est bien évident. Là. Il parle dans les textes anciens là, de la tour de Babel. Là. Mhm. La main droite, je ne sais pas ce que la main gauche fait. C'est vrai dans même les grandes compagnies. Des fois, ils ont deux départements sur le même étage. Puis, il y a un manque de communication entre A et B. Donc, imaginez si ça arrive à ce niveau-là, quand on arrive dans des continents différents, dans des races, des religions différentes, c'est très difficile. Pourtant, les gens veulent tous la même chose. Ils veulent tous, entre guillemets, parler à Dieu, s'unir à Dieu par la prière, les bonnes actions. Et le divin qui est le plan qui est invisible, qui est en dehors de notre réalité matérielle, euh, la science médicale semble dire que si c'est pas visible, ça n'existe pas. Euh, mais il y a certaines personnes dans ce corps médical-là qui sont de plus en plus ouvertes et qui sont sans se fier au charlatanisme, mais qui vont faire des études réelles, scientifiques, pour prouver leur point de vue. Mais pourtant, quand on est dans la preuve et la contre-preuve, on est dans le vouloir convaincre. Et pour pouvoir vouloir convaincre, bien, à ce moment-là, si on veut imposer une idée à quelqu'un, tandis que quand on est dans la conscience, il n'y a pas de vouloir convaincre les autres. On peut parler, s'il y a un dialogue qui s'établit, il y a une union qui est faite et il y a une communication réelle. Cette semaine, moi, ça m'est arrivé. J'ai été dans un nouveau commerce. C'est un commerce qui est par rapport à la nourriture. Et Mhm. c'est génial de la façon qu'ils font ça. Et le franchisé qui me parlait, on a parlé 5 minutes, puis finalement, il m'a suivi à l'extérieur à ma voiture. Puis on est resté 20 minutes, puis on a eu un échange réel total. Puis c'est comme si cette personne-là, je la connaissais depuis 20 ans. Tellement il y a eu un beau partage à un niveau réel d'informations qui bénéficiaient aux deux. Donc, vous avez été capable d'établir instantanément une connexion avec lui. En fait, c'est pas moi qui l'ai établi, c'est que la connexion s'est établie et l'énergie a simplement passé, circulé de part et d'autre. Et c'est sûr qu'il y avait une plus grande écoute de sa part parce que j'étais en mode d'émission et lui était en mode réceptif. Mais je savais, je ne croyais pas, mais je savais qu'il recevait parfaitement l'information que je disais. Tout comme ce que j'ai en train de dire, il y a des gens qui, ça va leur passer 10 pieds au-dessus de la tête, puis il y en a d'autres qui vont dire ça, c'est un discours réel, ça m'intéresse, je veux en savoir un peu plus là-dessus. Mais si on en revient avec l'essentiel, donc vous avez écrit un livre colossal, Les pouvoirs de la magicienne, et moi j'étais curieux de savoir c'est quoi ultimement le but de ce livre-là? Mais le but du livre, c'est l'équivalent de la multimanette ou de la multivitamine. Plus ça se complique, plus les gens, des fois tu rentres chez des gens, là, puis il y a 5, 6 manettes là, sur la table
dans le salon, une pour le DVD, une pour la radio, une pour la télé, une pour les lumières. Ça n'arrête plus. Mhm. D'ailleurs, ils disent qu'ils vont inventer des maisons intelligentes, mais on aura juste à donner une commande vocale, puis ça va être pas mal mieux que des manettes. Et pour l'instant, la multimanette universelle n'existe pas tout à fait. Mais moi, mon livre, dans le fond, ça se veut un condensé résumé de ceux qui vont se poser des questions, ceux qui s'en posent et ceux qui ont même répondu puis qui ont mis un temps d'arrêt à leur recherche parce qu'il y a des événements qui vont nous bousculer dans les prochaines années. On parle de la fonte de la calotte polaire, etc. Vous avez vu qu'est-ce qu'une inondation ça peut faire, lorsque le niveau monte simplement de 4 ou 5 pieds, ça fait des ravages sur les propriétés riveraines. Si la calotte, il y a un film avec Al Gore qui avait été fait, là, c'est Uncanny Truth. Donc, le film disait simplement que si on perd la calotte à cause de la fonte, à cause de la couche d'eau jaune, à cause de l'effet de serre, etc., bien, le niveau de la mer peut monter de 10 pieds. Si ça monte de 10 pieds, là, on perdrait New York, on perdrait Miami, puis il pourrait arriver plein de choses. Là. Fait que c'est évident que dans mon livre, à un moment donné, je parle de près d'une trentaine de points différents, que ce soit la pollution, qu'il soit physique, nucléaire, électronique, mentale, que ce soit l'appauvrissement donc des ressources, que ce soit le gaz naturel, le pétrole, ou que ce soit même l'électricité, ou que ce soit l'eau. Parce que vous imaginez qu'un jour, une bouteille d'eau, là, ça ne sera pas $1 la bouteille, là, mais ça va être beaucoup plus cher que ça. À cause de l'identification des besoins personnels égoïques, Mhm. les budgets de l'armée, les budgets pour protéger les pays, parce que justement, il y a des égos qui sont différents, puis il y en a qui sont pacifiques, il y en a qui sont moins pacifiques, mais il y a des sommes colossales qui sont englouties là-dedans. S'il était simplement à redistribuer les ressources naturelles sur la Terre, il n'y a personne qui manquerait d'eau et qui manquerait de nourriture. Donc, c'est sûr que c'est très utopique de penser qu'on pourrait arriver à un monde comme ça, parfait. Ça peut arriver, mais ça n'arrivera pas de nous-mêmes. On va avoir besoin d'un petit coup de... un petit jambette ou un petit coup une petite tape dans le dos, parce que si on épuise nos ressources, on va être confronté à un mur, et là, il va y avoir une crise qui s'en vient. Il y a déjà eu des crises dans le passé, ça a fait des guerres. Le Mhm. problème, c'est qu'actuellement, avec l'arsenal qu'on a, puis les moyens de défense et d'attaque et de détruire qu'on a, c'est pas juste des bombes à neutrons ou des gaz qui vont s'attaquer à la psyché de l'être humain. On est rendu loin là, dans cette direction-là. Ça se comprend d'un certain de point de vue psychologique, mais d'un autre sens, c'est un non-sens parce que il y a des recherches qui sont faites sur toutes sortes de choses pour essayer d'améliorer la vie, la longévité, etc. Mais moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui détiennent des remèdes pour certaines choses. Il y avait un monsieur Raymond Rife qui avait, dans les années 1930, là, apparemment trouvé un remède là, pour le cancer. Puis ses expériences, c'est un peu comme Nikola Tesla, ça a été détruit, brûlé, etc. Donc, Est-ce que vous êtes pessimiste par rapport à l'avenir de l'humanité? pessimiste est un grand mot parce que pessimiste, c'est avoir une vision négative en disant qu'on colore la polarité de l'information. Moi, je veux dire que si je suis réaliste, je sais très bien que l'humanité, euh, on pense qu'on s'en va vers une solution, mais on crée un plus gros problème. Le problème, justement, c'est que les personnes ont chacun leurs propres agendas individuellement et chacun, malheureusement, ce qu'ils font, c'est que quand ils mettent leur agenda en force, ben ils sont contradictoires avec d'autres et conflictuels avec d'autres. Donc, le problème sur la Terre, c'est le manque d'unification. Donc,
de volonté réelle, d'amour réel et d'intelligence réelle. On a tous des sous-produits de ça. Au lieu d'avoir l'amour réel, on a des émotions. Au lieu d'avoir l'intelligence réelle, on a de l'intellect, le rationalisme. Puis au lieu d'avoir de la volonté réelle, on a des désirs de l'ego. Puis ça, c'est comme des sous-produits qui nous amènent dans une espèce de chaos, malheureusement. Donc, il y aura une unification et moi, je suis optimiste dans un sens que je sais qu'éventuellement, sur la Terre, on va passer à un autre ordre de choses. Mais j'ai l'impression que la société psychologique comme elle est actuellement, axée sur le développement des bidules électroniques et puis la surconsommation de biens. On a un téléphone, il se brise, c'est plus facile d'acheter un autre puis d'acheter celui-là. De toute façon, s'il y a 2-3 ans, il est désuet. Même chose avec les ordinateurs, les écrans d'ordinateur, les imprimantes. Il y a des fabricants qui fabriquent des biens d'usage, de consommation, puis qui mettent une puce pour qu'après 1000 heures ou 2000 heures, ça ne fonctionne plus. Quand c'est rendu là, c'est ridicule. Mais je peux comprendre que ça fait marcher l'économie, sauf que ça produit une consommation anormale qui cause une pollution et qui cause aussi une déstabilité de l'être humain, parce que c'est facile d'être stable quand tout est, quand on dit business as usual, là, c'est comme tout est au clair. Mais si ça change, puis la semaine d'après, ça rechange, puis la semaine d'après, ça rechange, là, on est rendu que les changements, avant, les sociétés, c'était aux 100 ans, aux 50 ans, aux 20 ans. Là, c'est rendu que c'est aux 10 ans, parce que 2020 puis 2010, ça n'aura pas vraiment un rapport, numérique, là, mais plus ça va, plus la société elle s'accélère. Fait qu'à un moment donné, on va frapper une espèce d'axe où il y a un point crucial où il va y avoir un éclatement de la forme, selon ce que moi je comprends, puis je ne suis pas le seul à le dire, là. Si on pêche trop dans les océans puis on tue toutes les baleines, ben c'est évident qu'un jour, il n'y aura plus de baleines, puis c'est le plus grand cétacé sur la Terre, puis le mammifère également. C'est triste parce que les baleines ont un cerveau beaucoup plus grand que celui du genre humain. Puis si on était capable d'établir un dialogue avec ces êtres-là, quand je dis êtres, c'est des animaux, là, mais s'ils ont un cerveau de plusieurs fois avec des circonvolutions plus élaborées que celles de l'être humain, comme celui du dauphin, c'est bien évident que peut-être qu'un jour, quelqu'un va faire une percée puis va être capable de parler par l'ultrason à des êtres, puis on va établir un dialogue intelligent. Mais justement, pensez-vous que ça peut être possible de faire de la télépathie avec des animaux? Ça, je l'explique dans mon livre, puis c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, c'est un peu complexe. Premièrement, il faut savoir où l'animal prend son point d'intelligence. On dit que c'est des comportements, des groupes d'âmes, puis le comportement animal, ceux qui sont de la même espèce ont des comportements similaires, mais il est possible. Éventuellement, l'être humain, selon moi, va être capable de dompter les forces, un peu comme dans le film Avatar, où on voit un individu qui va se lier comme avec une couette électronique avec l'animal, puis il va faire un avec, puis il va comme dominer ses pensées ou dominer l'animal. L'animal est sauvage, mais c'est évident que pour être capable de le dompter, pas avec un fouet et une chaise, mais plutôt psychiquement, un peu à la Crocodile Dundee, là. C'est évident que l'être humain aura besoin d'avoir accès à son potentiel d'intelligence totale, puis il va pouvoir générer une espèce de lien et un champ de force entre l'animal qui va vouloir et lui pour que l'animal, pas nécessairement lui obéit, mais soit en synchronicité avec lui. Donc, qu'il soit en harmonie vibratoire avec lui. En harmonie vibratoire, même si c'est un animal qu'on pourrait même considérer de sauvage et pas méchant, là, mais qui soit contre le genre humain, là, comme les bêtes féroces, là, si on veut. Oui, un animal, admettons, qui peut être carnassier, qui mange la viande. Puis, Oui, effectivement. Mais ça, c'est pas pour tout de suite, parce que l'être humain est loin d'avoir conquis certaines forces qu'il doit harnasser. Mais éventuellement, par la pratique dans un sens,
mais selon moi, il faut qu'on subisse ce qu'on appelle un saut quantique, c'est-à-dire qu'on passe d'un état de choses à un autre, mais en bypassant une certaine étape. C'est un peu comme la glace carbonique. Elle subit ce qu'on appelle une sublimation. Mhm. La glace carbonique, elle passe de l'état solide à l'état gazeux et bypasse l'état liquide. Alors, on pourrait dire que la glace carbonique à température ambiante va sublimer et va subir une espèce de saut quantique parce qu'il y a comme une étape intermédiaire qu'elle ne fait pas. Alors, l'être humain, selon moi, c'est la même chose. On va, dans les prochaines années, c'est peut-être pas pour demain ou dans 5 ans, mais dans les prochains 20-30 ans, on devrait voir des choses spectaculaires au niveau de la capacité du genre humain d'avoir accès à son plein potentiel ou un plus grand potentiel. Un peu comme dans le film Lucy là, de Luc Besson, qui essaie de montrer qu'est-ce qui se passerait si l'être humain servait de 10 20 40 100 de son potentiel. Avec le nombre de neurones qu'on a puis les milliards de connexions qui existent, on est limité par nos pensées limitatives qui sont simplement le fruit de notre observation avec nos sens. Donc, on est des témoins qui enregistrent une expérience et l'expérience, elle devient codifiée dans l'âme. Et lorsqu'elle est codifiée dans l'âme, ben, elle devient mémoire, mais autant elle peut servir qu'elle dessert parce que c'est comme si on... Je fais une comparaison avec un ordinateur. Si on remplit l'ordinateur de toutes les informations, quand le disque dur est saturé, ben là, il n'y a plus d'informations nouvelles qui peuvent rentrer. Ouais. Alors, nous autres, dans le fond, il faut apprendre, savoir, puis un jour, ça va être probablement ça. L'être humain va être capable d'utiliser l'énergie en faire quelque chose, même matérialiser des technologies pour après ça les remettre à l'état original pour le refaire. Puis à ce moment-là, il n'y aurait pas de pollution, mais ça, c'est dans un autre ordre de grandeur de temps. Oui, mais pour ce qui nous intéresse présentement, tantôt vous aviez parlé des principes de l'amour, de la volonté et de l'intelligence. Et en lien avec ces principes-là, est-ce que vous aviez des conseils à donner aux gens qui veulent les intégrer davantage dans leur vie? Bien, ce que je pourrais dire relativement à ça, c'est que il faut être persévérant, ça c'est sûr, de un. Mhm. Il faut avoir de la constance, il faut être visionnaire, il faut être créatif, faut... Dans la vie, je vais dire une chose, hein, il faut savoir doser. Savoir doser, ça peut être écrit D-O-S-E-R, puis oser, c'est D'-O-S-E-R. Donc, il faut oser, donc, en allant de l'avant, mais d'un autre côté, il faut savoir doser en y allant, mais à son propre rythme. Il ne faut pas brûler d'étapes. Parce que la Et, conscience, elle ouais. s'installe progressivement, sauf si la personne subit un choc énorme. Il y a des gens qui vont vivre toutes sortes de chocs durant leur vie, que ce soit un accident de voiture, que ce soit une maladie, etc. Puis à ce moment-là, ça peut provoquer des prises de conscience réelles, presque instantanées, parce que les conditions de vie sont totalement changées. Donc, autrement dit, si j'extrapole sur le collectif, si l'humanité est confrontée à des chocs graves, il y a des problèmes de pollution, comme on parlait tantôt, ben, ça va amener des prises de conscience en conséquence. C'est sûr parce que quand il y avait des guerres, le peuple humain était tellement dans une grande souffrance qu'après la guerre, l'entraide et le partage et la compassion, ce sont tous des choses qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile à générer ces choses-là quand on est passé par un couloir de ténèbres où il y a eu des grandes, grandes souffrances parce que personne n'est intéressé à souffrir. Mhm. Mais lorsqu'on souffre puis qu'on prend conscience de la souffrance, la nôtre et celle des autres, on est beaucoup plus capable de partager et de s'arranger pour que si nous, on n'en a pas, qu'on va faire quelque chose en sorte pour, autour de nous, à notre niveau quelconque, être capable d'enrayer donc la souffrance. Il y a Donc, des gens qui partent qui vont au Médecins sans frontières. mhm. Il y a toutes sortes de gens.
moi, j'ai voulu écrire un livre parce que je me suis dit que si ce livre-là était lu et perçu, et à date, il y a plusieurs personnes qui ont lu ce que j'ai écrit et qui m'ont dit que ça leur a changé totalement leur vie et leur perception qu'ils avaient de la vie parce qu'il y a des idées inédites, vraiment, des choses. Il y a une grande partie qui est comme un résumé de jusqu'à date comment ça se passe en traditionnellement parlant, psychologique, etc. Puis quand j'ouvre la machine sur les notions du futur, puis c'est quoi la magie réelle, c'est évident qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Michel, tu ne peux pas avoir copié ça sur personne parce qu'il n'y a personne avant toi qui a parlé de cette façon-là, de ce sujet-là ou de ce sujet-là. Donc, c'est unique à ma vision qui a pris environ 40 ans avant de se former et prendre la forme que je lui ai donnée. Et j'ai pris 3 ans d'écriture pour le faire. J'ai mis beaucoup d'heures, beaucoup de mon énergie, de mon argent. Et là, ben, le livre, il est fait, il est indépendant de moi, c'est-à-dire que ça peut être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 50 ans que ce livre-là, il va avoir une effervescence et une réaction en chaîne. Mais avec toute l'information qui existe actuellement, moi, comme je dis, j'ai voulu faire la multivitamine, c'est-à-dire que si on lit ce livre-là, ça couvre tellement de sujets au niveau scientifique, que ce soit mathématiques, biologie, chimie, physique, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau philosophique, on pourrait même dire métaphysique, occulte. C'est évident que ce livre-là, il y a une envergure totale. Et moi, j'aurais payé un fort prix si à 20-25 ans, j'étais tombé sur cette conscience-là et cette compréhension-là, parce que ça m'aurait évité de faire beaucoup de faux pas et de tomber dans des pièges que j'aurais pas dû tomber. Mais ça, c'est l'expérience. Alors, c'est pour ça, l'expérience, on peut la partager. Et lorsque quelqu'un est prêt à recevoir l'expérience d'un autre, dans la conscience, même sans avoir vécu l'événement, s'il peut juste comme tirer la leçon de l'expérience, il n'y aura pas besoin de vivre. Il y a des choses qu'on doit soi-même vivre puis qu'on ne peut pas passer à côté. Oui, ben Mais c'est sûr qu'il y a des souffrances qui sont essentielles, là. La souffrance qui va amener la personne à s'éveiller, entre autres, parce que sans ça, ça n'intéressera pas à des livres qui ont trait à l'éveil de la conscience. oui, ça c'est sûr et certain. Mais des fois, il y a un événement qui arrive, on cherche un sens à notre vie, on cherche une compréhension. On pense que certaines personnes l'ont. Certaines personnes ont des parties de réponse, ont des bases de réponse, ont des sources de réponse. Euh, Moi, j'ai essayé de faire l'œuvre la plus avant-gardiste qui pouvait se faire à mon niveau à moi. Et c'est pour ça que j'ai pris un brin d'une partie de beaucoup d'auteurs, de beaucoup de personnes. On parle de Pablo Coelho, l'alchimiste. Mhm. Il y a plein de livres donc, qui sont plus sous forme d'histoire, qui sont plus des livres pour nous donner une morale, une leçon, puis nous faire comprendre que oui, telle chose, telle chose. Mais ce livre-là, selon moi, il va plus loin et il donne donc des explications. J'ai un chapitre complet sur les phénomènes paranormaux. J'en parle d'à peu près une trentaine, puis ça a toute relation avec la mémoire, l'électromagnétisme, la gravité terrestre. Il y a beaucoup d'informations que moi-même, quand j'ai écrit le livre, je me suis posé des questions que je ne m'étais jamais posées jusqu'alors. Et en me posant la question, j'ai eu la réponse automatiquement parce que finalement, la réponse est toujours dans la question. Donc, c'est l'art de poser la question qui compte. Si on est capable de poser la question de façon intelligente, on est capable d'isoler certains paramètres, puis dans les paramètres qu'on va isoler, on va avoir une base de réponse dans la question. Et là, à ce moment-là, c'est comme un dialogue avec notre surconscience, notre supraconscience, et Mhm. on peut arriver à donc descendre de l'information qui n'a jamais été parlée ou véhiculée de cette façon-là avant. Et Donc, sinon, par rapport à votre livre,
En fait, j'étais curieux de savoir parce que depuis tantôt, je vous en entends parler, puis c'est très varié. Vous abordez beaucoup de sujets dans plusieurs directions. Et je me demandais si votre démarche s'apparentait un peu à celle d'autrefois des encyclopédistes en Europe au 18e siècle qui visaient à faire une synthèse de l'ensemble des savoirs au niveau de l'humanité. Ah, mais c'est sûr que ce livre-là, c'est l'encyclopédie du savoir, mais du savoir universel, pas dans le détail, dans la norme, au niveau où on a besoin d'accès à certaines informations. Et il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas besoin de savoir. Et c'est pour ça que j'essaie, moi, de me départir de ce qui est superflu, inutile ou encombrant. Mais il y a des modes de comportement, il y a des concepts, il y a des notions qui sont utiles à véhiculer. Puis un jour, on va dépasser ça, mais pour l'instant, comme on se parle avec des mots, avec des phrases, puis on fait des paragraphes, il faut utiliser les mots. Mais si dans la façon qu'on utilise les mots, on peut ne pas polariser l'information. C'est-à-dire, si je vous dis, j'ai vu, exemple, je ne sais pas moi, un beau piano. Mhm. Mais le mot beau pour une personne, puis pour l'autre personne, ça veut peut-être dire différent. L'autre va dire non, il n'est pas beau ce piano-là. Alors, tout ce que je veux dire, c'est que si on apprend à parler de façon synthétique, objectivement plutôt que subjectivement, il va y avoir moins d'erreurs de transfert d'informations dans l'information entre deux interlocuteurs. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre. J'ai bien réussi selon moi. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui lisent, des fois, ils me disent, Michel, c'est limpide, mais il dit, des fois, on n'est pas tout à fait rendu là ou on n'est pas 100% d'accord avec ce que tu dis, mais ce que tu dis, de la façon dont tu l'expliques, on le comprend parfaitement. Donc ça, c'était ça le but de l'exercice. Donc, à travers votre livre, vous avez voulu vulgariser de l'information? Oui, vulgariser l'information, mais on appelle un chat un chat. Donc, il y a des mots qu'il faut qu'on utilise. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce qu'avec mon éditrice, des fois, elle voulait utiliser certains mots qui étaient inconnus à mon vocabulaire. Puis je dis, ben, si moi, je ne le connais pas, ce mot-là, même si c'est le mot réel qu'il faudrait utiliser pour parler de telle et telle chose, je ne me vois pas utiliser un mot que toi, tu viens de m'apprendre. Si moi, je fais un, une collection qui veut vulgariser pour pas le commun des mortels, mais pour ceux qui sont dans la recherche donc de leur quête spirituelle consciente. Mhm. En résumé, j'ai matérialisé d'une forme très intelligible, donc à partir du début, l'alpha jusqu'à l'oméga, donc la descente de l'homme dans la matière, le but, à quoi ça sert d'être dans la matière, puis à quoi ça va servir, puis les prochaines évolutions, puis les notions d'avenir et qu'est-ce qui risque d'arriver dans les prochains 10, 20, 30 ans. C'est sûr que je ne fais pas de prophétisation, je ne fais pas d'art divinatoire, mais c'est sûr que tout le monde a le droit de faire des projections basées sur son esprit plutôt que sur ses pensées humaines. Parce que si vous regardez là, les films qui sont faits de science-fiction, mais les projections qui sont faites, qui se passent dans un avenir très lointain, sont souvent simplement une projection, mais à partir de la société actuelle. Alors que dans 400 ans, 1000 ans, 3000 ans, ça ne ressemblera pas à ça du tout. Oui, tout à fait. Mais comme vous semblez beaucoup vous intéresser au film, j'étais curieux de savoir si vous aviez un film en particulier que vous recommanderez aux gens qui écoutent l'enregistrement. Hum. Il y en a tellement. Ça peut aller le film Mon fantôme d'amour, le Ghost, avec Mhm. Demi Moore. Autant L'enfant sacré du Tibet, là, Golden Tide from Tibet avec Eddie Murphy. Il y en a beaucoup. Je vais vous dire, un que j'ai beaucoup aimé, c'est un film qui s'appelle Stardust. Alors, Poussière d'étoiles. Il y a Robert De Niro qui est là-dedans, Claire Danes et Michael Pfeiffer. Mais dans mon livre, ceux qui liront mon livre puis qui verront le film, il y a une scène, c'est un film de 2007. Puis moi, je compte en 1989, il m'est arrivé un événement que je décris dans mon livre. Mhm. Puis c'est exactement ce qu'ils ont fait dans le film. La finale du film, là,
c'est vraiment... j'aurais pu écrire le script, mais moi, mon événement est arrivé 20 ans avant. Alors, c'est un film fantasmagorique, là, si on veut. C'est sûr qu'il y a beaucoup de formes là-dedans. Puis, mais des fois, les messages qui sont véhiculés peuvent être bons. Être capable de faire un film sans forme, c'est-à-dire sans créer de forme pensée auquel on va s'attacher, c'est très difficile parce qu'on se sert de l'image pour bombarder le cerveau d'un certain message. Mais il y a des films qui sont plus subtils que d'autres, et qui sont plus élevés en énergie et que le message est dans le non-dit plutôt que dans le dit. Alors, c'est sûr et certain que plus le film a l'air d'une grosse discothèque où il y a des néons, des lumières, etc., c'est sûr que plus ces films-là, ça peut être des films qui vont marcher avec un certain public, mais les films qui sont subtils, qui vont avoir des messages intéressants, ils sont, disons qu'il y en a un petit peu moins, mais il y en a un exemple, avec le film le livre de Dan Millman, Le guerrier pacifique, ils ont fait un film avec Nick Nolte. Et justement, j'ai un ami qui était sur les médias, les réseaux, puis qui a mis un segment du film qui est vraiment très, très bien. Donc, c'est sûr et certain que les films vont nous révéler à nous-mêmes de grandes vérités, de grandes sagesses, mais un jour, ils vont aller plus loin et ils vont nous faire toucher notre réalité. Donc, tous les gens qui travaillent dans la conscience abondent dans ce sens. Ceux qui sont capables de vivre de leur travail, tant mieux. Sinon, bien, ça reste dans le mode passion, dans le mode activité alternative à notre travail. Mais on va sûrement voir de grandes choses dans les prochaines années. Ça ne prend pas un grand devin pour dire ça. Et moi, j'étudie la loi des cycles. Et j'expliquais que si on mettait 1929 comme le début d'un cycle lors du crash boursier il y a environ 100 ans, bien, tout se déroule par cycle de 7 ans dans la vie. Puis en 1936, il y a un autre cycle qui commençait. En 1943, il y en avait un autre, ainsi de suite. Puis j'ai été capable d'aller à peu près jusqu'en 2035. Mais c'est sûr que ce que je dis, c'est que tout ce que j'annonce pour le futur, je suis totalement libre de ce que je dis parce que ce que je dis pourrait absolument ne pas se produire parce qu'il n'y a personne qui sait parfaitement comment va se dérouler le futur. On peut avoir une bonne idée, on peut pendant un certain temps même coller pas mal avec... c'est comme si on roule sur le bord de l'autoroute sur la voie de service, mais des événements à choc, il n'y a pas personne qui sait quand ça va nous arriver, que ça vienne de l'extérieur. Exactement. En lien avec ce que vous dites, c'est sûr qu'il y avait eu beaucoup de prophètes qui avaient fait des prophéties concernant l'an 2000, l'an 2012, là, notamment par rapport aux prophéties Maya, mais finalement, il n'y a pas eu d'événements d'ampleur apocalyptique, là, puis de destruction Non, massive de l'humanité qui ont eu non. cours. Mais il ne faut pas penser à la fin du monde, il faut plutôt penser à la fin d'un monde, c'est-à-dire qu'il y a eu la Renaissance, le Moyen Âge, pas nécessairement dans l'ordre, là. Il y a eu donc l'avènement là, du capitalisme, le communisme, etc., socialiste. Chaque époque a son règne, a ses dirigeants et a son humanité. Mais comme je dis dans mon livre, ce n'est pas le temps qui passe, ce ne sont que les hommes. Ça veut dire que le temps est immuable par rapport à lui. Puis nous autres, les hommes, les humanités se succèdent et il y a des choses qui se passent. Puis on espère vers une évolution au moins scientifique. Mais il y a des peuples qui vivent et qui vivaient il y a quelques centaines d'années et qui étaient beaucoup plus en harmonie avec la nature et qui étaient très pacifistes et qui étaient probablement plus dans le bien-être et le bonheur intérieur qu'aujourd'hui, quand on réussit à ne pas avoir ce que l'on désire ou ce que l'on croit désirer et qui nous cause toutes sortes de tourments et de problèmes, de faux problèmes finalement.
Donc, c'est sûr et certain que moi, quand je projette mon esprit dans le futur, je ne suis pas capable de voir plus que dans 20-25 ans, parce qu'après ça, puis même encore avant ça, il peut arriver n'importe quoi à partir de demain. Il y a des gens qui réussissent à faire des films qui vont nous émouvoir et qui vont nous faire vibrer, mais au niveau de l'amour réel. Mhm. Puis, quand on est capable de vibrer à ce niveau-là, c'est merveilleux parce que ça nourrit toute notre être, puis c'est très stabilisant. Et tant qu'à parler d'amour réel, je serais curieux de vous entendre définir c'est quoi l'amour réel. Ben, c'est très facile, il y a une définition qui existe dans mon livre qui est sur l'Internet, puis elle est dans la table des matières, puis il n'y a pas de frais pour télécharger le premier tome. Mais finalement, l'amour réel, selon moi, si j'avais à le phraser, parce qu'il n'y a pas de mot humain pour décrire quelque chose qui fait le contact entre le monde physique et le monde de l'invisible, mais l'amour réel, selon moi, c'est une énergie qui unit toutes les consciences intelligentes dans l'univers à tous les niveaux et qui crée, je dirais, un fil énergétique comme le collier, un collier de perles, exemple. Donc, qui crée un fil énergétique entre toutes les consciences intelligentes. Et quand on vit cet état d'amour-là, le corps physique n'est pas tout à fait pour vibrer à ce taux-là, mais il peut y avoir des expériences spécifiques dans la vie de quelqu'un qui fait en sorte qu'on peut vivre momentanément des états de conscience. Moi, ça m'est arrivé, j'en parle dans mon livre, mais je peux vous dire, exemple, qu'une mère qui est en train, quand elle a fini d'accoucher puis qu'elle a son enfant sur son ventre, là, Mhm. ça tend à s'approcher pas mal de l'amour universel, total, réel. Parce que ça, c'est l'expérience humaine, probablement la naissance d'un enfant, qui est la plus belle, même si c'est dans la souffrance souvent, mais qui est le contact entre la mère et l'enfant, qui est le produit de ses entrailles, là, le produit bien souvent de l'amour, on l'espère. C'est bien évident que c'est quelque chose de privilégié. Donc, à travers l'unité avec l'enfant ou si on extrapole l'unité avec le tout. C'est que l'amour que la mère a pour son enfant, c'est le même amour, mais que la personne, elle devient l'enfant et la mère devient l'énergie universelle. Mhm. Alors, c'est le même rapport de force, c'est comme une cascade, sauf qu'au lieu de le voir de nous vers une descendance, c'est de nous vers une création qui a permis la présence de notre personne donc sur le monde physique. Donc, ça va loin. Ben, c'est un peu le genre de conscience que j'ai qui fait que si tous les gens avaient une conscience éclairée et noble et créative, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de problèmes qui disparaîtraient sur la Terre, puis il y aurait beaucoup d'entraide et de créativité et on accéderait à une autre sorte de société. Mais j'espère que je vais voir ça de mon vivant. Euh, Parce que j'approche de la soixantaine et c'est évident qu'il y a des gens qui sont bons pour parler en théorie, donc qui sont bons pour parler en pratique. Quand la théorie devient la pratique, il y a un espoir pour le genre humain de voir de très belles choses, parce qu'il y a de très belles choses sur Terre, mais actuellement, il y a beaucoup de places où il y a des événements qui assombrissent le portrait malheureusement. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'attentats terroristes là, depuis le 11 septembre 2001. Et j'étais curieux de savoir quelle lecture que vous faites de ce type d'événement. J'essaie de ne pas faire de lecture de ces événements-là parce que, comme m'a dit mon père une fois, il m'a dit, si tu me dis quelque chose, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je vais me sentir mieux? Puis est-ce que j'ai besoin de le savoir? Fait que c'est sûr qu'on sait qu'il y a des catastrophes et des désastres tous les jours. Il y en a que c'est à cause des éléments.
Exemple, que ce soit des tornades, des ouragans, etc. Il y en a d'autres que c'est des événements provoqués par l'être humain. Puis, en quelque part, il y a une détresse, il y a un cri d'alarme, puis il y a une détresse, parce que quand il y a des personnes qui font des actes qui sont répréhensibles, qui sont abominables, ben, ça prouve en quelque part que on peut tous être partie d'un monde qui essaie de nous piéger, de nous tester et de nous pirater. Et quand on fait des choses qui sont créatives, ben tout le monde est heureux et c'est sûr et certain que tout le monde en bénéficie. Il y a des gens qui font des actes pour symboliser des choses, pour faire un point, mais on peut faire un point d'une façon créative qui va faire en sorte qu'on va être écouté, mais il y a des façons qui sont plus drastiques que d'autres. Puis moi, c'est ça que je déplore. C'est sûr que les marchés vont être déstabilisés, que ce soit juste là, le monde aérien. À un moment donné, quand il y a trop de catastrophes ou il y a trop de choses qui se passent, c'est sûr qu'il y a des gens qui pensent deux fois avant de prendre un avion. Pourtant, il y a beaucoup plus de chances d'avoir un accident de voiture que d'avoir un accident d'avion. Sauf que des accidents qui sont provoqués puis des accidents qui sont des accidents, c'est une autre chose. Exactement. C'est le temps qui fait que il va y avoir une progression éventuellement. Puis des fois, ça peut être provoqué par un certain événement. Des fois, ça peut être provoqué par simplement la réaction en chaîne de plusieurs personnes qui ont lu et qui partagent des idées et qui vivent des expériences. Parce que ce qui arrive, c'est que souvent, quand on va lire un livre, on va en lire un bout, on va le mettre de côté, on va essayer d'intégrer le contenu, on va en partager avec nos amis, on va en discuter. Mais c'est bien évident que souvent, on peut vivre des expériences de tout acabit, de toutes sortes. Et des expériences, qu'elles soient considérées comme une connexion avec un plan invisible, ou que ce soit simplement l'expérience de parler avec un voisin qu'on avait ignoré pendant 10 ans, puis on décide d'ouvrir le contact à un moment donné, ça peut révéler des choses qui sont fort surprenantes à toutes sortes de niveaux, pas juste au niveau psychologique, mais au niveau réel. Et si on se donne la chance, si la chance est donnée au coureur, c'est bien évident que on peut réussir à faire des choses qui vont avoir une belle ampleur. Puis, comme on dit, on va tous bénéficier du talent de un et de l'autre qui va être mis à profit. Exactement. Mais sinon, parlant d'expérience, est-ce que lors de la rédaction du livre, vous avez vécu des expériences paranormales? Euh, Quand on dit paranormal, il faut bien phraser, parce que paranormal, ça veut dire qu'il est en dehors de la norme. Oui. Anormal, ça veut dire qu'il n'est pas normal. Ce qui est en dehors de la norme est anormal de toute façon. Alors, dans mon livre, j'explique qu'en biologie, on apprend la courbe T de Student. C'est une courbe qui dit que finalement, il y a une espèce de cloche qui existe, qui inclut 98% du monde qui rentre dans la moyenne. Mais on a 1% à gauche et 1% à droite qui est super en dessous de la moyenne et super en haut de la moyenne. Donc, est-ce que Einstein et Mozart étaient anormaux? Oui, parce qu'ils étaient en dehors de la norme. Est-ce que dans le film Rain Man ou Forrest Gump, où les autistes sont des gens qui sont anormaux? Oui, parce qu'ils ne sont pas dans la norme. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a des questions que je me suis posées. Et une question qui était très à propos, c'était pourquoi on ne se rappelle pas de nos vies antérieures si on avance que la réincarnation, ça existe? Mhm. Alors, c'est une question qui est très légitime. Et quand j'ai posé la question, à un moment donné, j'avais un blanc devant mon écran ou ma feuille. Puis, à un moment donné, il y a eu comme une information, une idée qui s'est véhiculée, mais sous forme comme d'un flot énergétique comme un éclair, et non pas des paroles dites, des paroles entendues ou des paroles pensées. Et là, j'ai eu comme l'information qui a découlé, et c'était tellement nouveau comme information que même si j'avais eu comme le déclic, la connexion avec une information située sur un autre plan, ça m'a pris à peu près comme 3 heures pour écrire une demi-page.
Et ben là, je ne le dirai pas pourquoi, je vais juste piquer la curiosité des gens. Mais ceux qui iront le voir dans le livre, ils vont trouver mon information. Et il y a bien des gens qui disent que ce que je dis, ça pique la curiosité, puis par la suite, quand on rentre dans le livre, ça fait du sens, c'est logique, puis à un moment donné, c'est tellement logique que c'est plus logique, c'est de l'intelligence, de la conscience, qui est simplement verbalisée pour décrire des comportements, des phénomènes, des notions, des concepts qui n'ont pas été observés de cette façon-là précédemment. Donc, c'est sûr que ce que les gens appellent les UFO, le phénomène OVNI, j'en parle, mais j'en parle d'une autre façon. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde de la spiritualité, qui aiment parler des anges, Mhm. l'arbre séphirotique, etc. J'en parle, mais j'en parle d'une autre façon. Il y a des gens qui parlent des phénomènes paranormaux, là, ce qu'ils appellent le ESP. Là. C'est encore la même chose. J'en parle, mais j'en parle plutôt différemment. Puis les explications que j'amène ils se tiennent tellement ensemble qu'à un moment donné, il y a des gens qui disent ben, ça peut pas être pas ça parce que quand tu as fini de dire ce que c'est, ça laisse aucune place pour le doute. Donc, il y a des fois, quand tu parles puis tu ne sais pas trop la réponse, tu es mieux de ne pas la donner ou de dire ben ça c'est spéculatif ou de dire ça, je suis pas trop sûr. Mhm. Mais quand tu parles, puis tu parles en autorité, ça veut juste dire que quand tu parles, c'est que tu es en pleine conscience et tu es en plein moyen de possession de ta connexion avec ton niveau d'énergie qui est situé sur un autre plan. Puis quand tu dis quelque chose, puis que c'est ça, c'est dans un sens non contestable parce que c'est une affirmation. Mais une affirmation, il y a des gens qui font des affirmations gratuites, puis c'est pas ça du tout. Mais quand tu fais une affirmation créative en conscience, tu es capable de l'expliquer et de l'expliquer et de l'expliquer. Puis jusqu'à temps que s'il y a une interrogation de l'autre côté, l'interrogation se fait répondre de la bonne façon pour qu'il n'ait plus d'interrogation parce que la compréhension, elle est globale, puis elle est transmise à l'autre personne. Et justement, par rapport à ça, comment être sûr d'être sûr? Ça, c'est un... Sûr d'être sûr, c'est un état psychologique. Même dans les gens qui sont sûrs d'être sûrs, on peut subir un piège. Je vais vous donner un exemple très anodin, là. Mhm. Quelqu'un qui jouerait aux cartes, au poker, Oui. puis qui aurait, exemple, 4 rois. Lui, dans sa tête, la personne, je ne sais pas c'est quoi les probabilités, là, mais c'est une chance sur infini décimale, là. Il est sûr que c'est un état psychologique. Puis il est tellement sûr d'être sûr qu'il va être prêt à tout risquer. Mais quelles sont les chances que dans la même main, quelqu'un ait 4 rois, puis l'autre personne, exemple, ait 4 as? Les chances sont tellement. Si tu as 4 as, là, à ce moment-là, si c'est la main maximum, là, c'est plus être sûr d'être sûr, c'est savoir, c'est savoir le savoir ou la certitude. Mais des fois, il y a des gens qui vont faire des choses, puis ils vont dire j'étais sûr d'être sûr, puis je ne pouvais pas manquer mon coup, etc. Et ils ont pris une chance qui était calculée, qui était un risque calculé, mais c'était un état psychologique. Puis généralement, quand tu es en conscience, on essaie de ne pas avoir d'état psychologique et de ne pas jouer et de ne pas. Parce que les gens qui sont trop ambitieux, les gens qui jouent, les gens qui, des fois, qui peuvent même être, des fois, arrogants avec la vie a une certaine manière de les remettre à leur place et de s'arranger pour que la personne perde ses illusions ou que son ego en prend pour un coup pour qu'il soit trituré afin qu'il ne reste que une personne centrique et non pas égocentrique. Alors, ça dépend toujours du plan de vie de la personne, de sa programmation, de son karma. Il y a des gens qui
tout ce qu'ils font, ça leur réussit, puis ça marche toujours. Il y en a d'autres qui n'ont rien qui marche, puis c'est comme ça. Mais il y en a qui s'aident et qui cherchent le trouble, là. Mais c'est évident que d'autres personnes, mais si la conscience a à entrer en vous, puis que vous êtes à la recherche d'un savoir qui est au-delà d'être sûr, bien, c'est évident qu'il va y avoir une initiation qui va être subite. Puis si l'initiation elle suit son cours, ben, la conscience va rentrer progressivement et proportionnellement à la souffrance que ça va infliger à l'ego. Et justement, par rapport à ça, à quoi consiste cette initiation? Ben, l'initiation consiste à perdre ses illusions. Perdre ses illusions spirituelles par rapport à toutes sortes de principes, parce que la conscience, souvent les gens ont une quête, la quête du Graal, ils ont une idée préconçue qu'est-ce que la conscience, puis finalement, à la fin, de la conscience pure, ça n'a pas de nom, c'est pas dans un mouvement, c'est même pas de la supraconscience, c'est pas du supramental, c'est pas le total awareness, c'est pas le nouvel âge, c'est simplement de savoir les choses qu'on a à savoir au moment où on a à le savoir de la bonne façon pour nous permettre de vivre une vie qui a de l'allure, qui est créative. Mhm. Donc, c'est sûr et certain que si quelqu'un a des illusions, qu'elles soient spirituelles ou psychologiques ou autres, ces illusions devront être mises à terre pour que l'énergie puisse se présenter à la personne instantanément, sans détour, telle qu'elle, parce que sinon, il y a une perte d'énergie. C'est un peu comme si je vous disais, si je vous conte une histoire puis il y a une leçon à tirer, c'est faire des grands sparages pour réussir à transférer une petite leçon d'expérience. Mais là-dedans, il y a une perte d'énergie, en quelque part, même si elle est nécessaire. Et un jour, la conscience instantanée, ça va être la manifestation totale instantanée de l'esprit dans la matière par l'intelligence infinie, par l'amour absolu, puis par la volonté totale. C'est très bien dit. Étant donné que le temps file, j'aimerais à présent compléter avec vous cet entretien. Donc, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte? Simplement d'être prévenu. Euh, on n'est pas assez averti, autant au niveau de la société qu'au niveau de la famille, au niveau de l'entourage des amis, de, je dirais, les intentions de ceux qui vont nous côtoyer. Parce que comme tout le monde a un certain agenda, quelqu'un qui a de la bonne volonté, puis quelqu'un qui ne voit pas les mauvaises intentions des autres parce qu'il n'y en a pas, peut totalement se faire berner par les autres. On peut profiter de lui. Il y a des gens qui sont des grandes âmes, qui sont prêts à faire l'aide, service à l'humanité. Mais il faut juste être aguerri au fait que souvent, les tests et les pièges qui vont nous être mis quand on a nos gardes baissées et avec souvent des gens qu'on ne va pas se douter. Donc, ça peut être dans nos proches, ça peut être dans notre entourage, ça peut être dans notre famille, des gens qui vont nous faire vivre des tests ou des événements qui vont induire de la souffrance. Puis, c'est pour ça qu'il faut apprendre. Donc, quand ils disent on a des petits-enfants, là, avec l'arbre, le fruit ne tombe pas tellement loin de l'arbre, là, mais c'est bien important de vérifier pour pas qu'il y ait de mauvaises influences extérieures qui viendraient contaminer donc l'expérience de quelqu'un. Il y a tellement de choses, si vous regardez les journaux, les médias, là, il y a tellement de choses qui existent là, qu'on n'est pas assez averti de la prudence. Alors, moi, je dirais, avançons en conscience avec toute la prudence pour
bâtir quelque chose de stable qui va faire en sorte que notre expérience va valoir la peine d'être vécue et d'être partagée avec d'autres personnes. Oui, et c'est vraiment bien dit. Et là-dessus, bien, c'est sûr que je vais rappeler à nos auditrices et auditeurs les coordonnées de votre site Internet. Donc, s'ils veulent se procurer votre livre, donc lamagicienne.com. Et par rapport à votre livre, donc, si j'ai bien compris, là, les gens peuvent se le commander là, par Internet. Oui, oui. C'est sur la plateforme e-book avec Amazon, Kindle, puis toutes ces compagnies-là. Ils peuvent prendre le premier livre, c'est gratuit. Les autres livres, ils peuvent lire jusqu'à 20% du matériel, puis ça coûte rien. Et s'ils aiment ça, ils peuvent payer. Je crois que c'est en bas de 10 dollars par livre. Et il y en a, je crois, 22. Et puis, c'est sûr et certain que juste en parcourant la table des matières, ils vont pouvoir voir la progression des idées puis le nombre de sujets arborés, qui est vraiment, comme on dit, le travail d'une vie. Et moi, j'ai livré la marchandise. Maintenant, c'est indépendamment de moi que le reste va suivre son cours. Et j'espère faire des belles rencontres dans ma vie, dans le futur. J'aurai tellement de choses à dire et tellement de gens à aider parce que j'ai un esprit de synthèse qui est très développé. Et puis, j'ai une capacité d'empathie qui est très forte. Donc, on va voir qu'est-ce que la vie nous réserve. Et on va essayer de ne pas trop se nourrir justement de journaux à potins qui nous inondent d'informations qui nous déstabilisent là, par rapport à la politique mondiale, à l'économie mondiale, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont fantastiques puis qu'on ne parle pas. Ça, c'est triste. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire une chaîne sur YouTube. C'est parfait, parce que plus les gens vont écouter certains discours, plus ils vont reconnaître, moi je dirais, d'une façon vibratoire, la façon dont quelqu'un va s'exprimer, la façon qu'il va moduler l'énergie, qu'il va jouer avec. Et les meilleures entrevues sont celles qui ne sont pas préparées d'avance, naturellement. Puis, d'ailleurs, moi, quand je fais des conférences, j'en ai fait quelques-unes. J'ai jamais de texte avec moi. Ça passe par l'esprit. Et bien, on va compléter à présent l'enregistrement. Donc, je vous remercie infiniment pour le temps que vous avez consacré à réaliser cet entretien.